Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast audio Le plaisir de partager, épisode 12, qui est également et toujours publié en vidéo sur YouTube. Vous l'aviez kiffé la semaine dernière, j'ai eu de très très bons retours dessus, donc merci à tous qui nous ont fait des retours. Je pense que le principe est réellement bon de proposer ce podcast en audio sur toutes les plateformes que vous pouvez utiliser traditionnellement, du Spotify, du Apple Podcast, du Amazon, du Google, du que sais-je, ou le flux RSS en direct même si vous kiffez ce genre de méthode. L'approche permet, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, de pouvoir mettre des commentaires sur YouTube ainsi que sur l'article, puisque chaque podcast audio déclenche maintenant un article ainsi qu'une vidéo YouTube qui nous permettent donc d'interagir. Et moi, c'était un petit peu ce qui me manquait dans les différents podcasts audio qu'on a pu faire ensemble par le passé, les 10 derniers podcasts audio réellement. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'Elon Musk, de Starlink et de Tesla, de Twitter, évidemment, de Elon Musk qui rachète Twitter, bien entendu. On va parler également, on va faire une petite transition vers Lucid Motors, très très cool, Apple, Studio Display, ce genre de choses, et on finira par un peu de vie privée avec Facebook. D'abord, ces podcasts, c'est le 12e podcast qu'on enregistre ensemble, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, le podcast audio et vidéo entre guillemets pour moi, même si les vidéos YouTube, ça fait 15-16 ans que je fais ça. Le podcast audio, c'est très nouveau. Donc autant sur une vidéo, je vais avoir tendance à partir un petit peu à l'arrache, un petit peu à l'improviste, un petit peu en live, très simplement, parce que ça permet d'avoir des vidéos nettement plus naturelles, en fait, et pas scriptées par définition. Autant sur un podcast audio, la semaine dernière, en parlant poliment, j'ai chié dans la colle. C'est-à-dire que c'était pas assez préparé. C'est arrivé 2-3 fois dans le podcast, 2-3 longs moments durant lesquels je vous dis attendez, je vais chercher l'info parce que celle-là je l'ai pas. Et ça c'est pas cool en fait, ça c'est juste chiant quand vous écoutez un podcast parce que la personne elle sait pas de quoi elle parle. Alors quand il y a un invité qui peut meubler, c'est cool. Là je suis tout seul pour l'instant, peut-être que des invités reviendront. Logistiquement c'est compliqué de gérer de l'invité, je vous en reparle dans un instant, mais le problème là c'était clairement le manque de préparation. Alors on n'est pas dans le scripting du podcast audio, je vais toujours le faire en live comme maintenant, mais la problématique va être de maîtriser le sujet, c'est-à-dire que quand je vous parle d'un article et que j'ai lu l'article en diagonale et uniquement en diagonale, c'est un petit peu limité pour vous faire un topo dessus. Idem quand il va me manquer des éléments sur cet article ou des éléments dont pointe l'article. C'est pas ouf, c'est pas top, j'en ai parfaitement conscience, donc désolé pour le podcast du week-end dernier qui était un peu trop à l'arrache pour le coup. On va essayer de les garder de manière très souple et détendue, comme celui que vous regardez sur YouTube peut-être, ou que vous écoutez aujourd'hui. Mais c'est un principe itératif, hein, j'ai de cesse de le répéter, c'est vous qui faites le contenu que vous kiffez, et c'est pour ça que vos retours sont très importants. Alors sur le podcast audio, évidemment, c'est très compliqué. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui le regardent en vidéo ou qui ont accès à la page internet locan.jp, dont vous avez dans tous les cas le lien dans la description de ce podcast audio, pour me faire vos retours. N'hésitez pas non plus à me faire un petit mail si jamais vous trouvez ça cool, pour me dire ce que vous en pensez. Si jamais il y a des trucs qui vous chagrinent, c'est comme ça que le contenu s'améliore en fait. Si vous ne me dites jamais rien, j'ai aucun moyen d'améliorer ce qui vous déplaît, aussi simplement que ça. Donc j'ai un peu plus bossé sur les documents cette semaine, pas ouf non plus, mais quand même un petit peu. Je voulais vous parler également d'invités. Au début de ce podcast, le plaisir de partager, il y avait la volonté d'avoir un invité avec moi, parce que c'est quand même nettement plus sympa d'avoir quelqu'un avec qui échanger pour ce type de contenu. Ça marche très bien pour le podcast audio. Depuis que le podcast vidéo est là, c'est de suite un petit peu plus compliqué en termes de setup. J'ai mis longtemps à trouver le bonheur qui est le mien aujourd'hui d'avoir une softbox sur le côté qui m'éclaire. Je suis très feignant moi comme garçon en fait, il faut que vous le sachiez. Donc j'aime bien optimiser les choses et me concentrer sur les trucs importants. La lumière pour les vidéos, c'était vraiment pas un truc qui me chauffait trop. Donc j'ai trouvé un petit setup avec, j'allume tout simplement la scène HomeKit que j'ai le soir à la maison, donc j'ai des lumières un petit peu chaudes derrière, je décris pour ceux qui sont en audio, hein, j'ai des lumières un petit peu chaudes derrière, l'ambiance est relativement chaleureuse, très détente, très cool.
Et j'ai en plus une petite softbox, donc c'est une lumière blanche très large, à 30 degrés devant moi, un peu en hauteur, qui me permet d'avoir ce petit effet vidéo YouTube que vous voyez un petit peu partout, mais encore une fois très feignant. Normalement on met une lumière derrière pour détacher le visage, on met une lumière sur le côté, pareil pour éclairer un petit peu plus, et une lumière devant. Il y a 3-4 lumières à installer à chaque fois, moi je suis feignant, j'aime pas ça, ça me saoule. Donc j'ai toujours une lumière qui est prête, là, à être utilisé, et j'ai juste à allumer ça et roule ma poule et j'enregistre. Si on fait de l'audio à deux, si on fait de la vidéo à deux, de suite ça complique un petit peu les choses, puisque ça veut dire que il faut ménager ce setup pour 2 personnes. J'ai aucune idée de comment je peux le faire. On a une toute petite maison ici, donc le salon que vous voyez derrière moi, si vous êtes en vidéo, est tout petit. Je pense qu'il fait 3 mètres sur... il fait 3 mètres de large, juste. Et donc du fait qu'il fait 3 mètres de large, même moins, c'est quand même compliqué de venir placer des gens et d'occuper l'espace et d'avoir une bonne qualité audio quand on est deux. Donc les invités, c'est un truc que je trouve très 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 sexy. J'ai adoré les podcasts avec Arnaud, avec Florian ou avec l'autre Florian. C'était vraiment très cool, mais c'est de la logistique et en fait c'est compliqué. Je m'étais vraiment orienté entre guillemets. Je pensais qu'on pourrait faire des podcasts régulièrement avec Florian VMware. Et parce qu'il est très technique, très calé sur certains sujets, et en fait on se coupe la parole intelligemment, j'allais dire, on se complète bien. Et en fait c'est compliqué parce que tout le monde a sa vie. Il y a des week-ends où moi je vais plus pouvoir tourner le samedi, lui sera pas dispo, etc. Et le problème va se répéter avec tout le monde. C'est pas, je ne jette évidemment pas la pierre à Florian, mais ce problème se répétera avec tout le monde, à moins de préparer vraiment très à l'avance les week-ends. Et ce podcast audio, c'est un peu un moment de détente en fait. C'est un moment où j'aime bien vous raconter des trucs. Et le planifier à l'avance, j'ai pas le niveau de maturité nécessaire pour faire ça. Donc ça reviendra peut-être, hein, très clairement, parce que ça, c'est absolument une bonne idée. Mais pour l'instant c'est quand même un petit peu compliqué. Ceux qui regardent en vidéo ont, l'intro est longue, ceux qui regardent en vidéo ont un truc bizarre, c'est qu'il y a des moments où je suis à l'aise pour vous parler à vous, d'autres moments où en fait il faut que je me concentre pour la description de la scène en fait qu'il y avait précédemment. Je regarde mon micro, parce que comme ça je me remets en mode audio et je vous montre plus des trucs avec les mains que les gens en audio n'entendent pas en fait. Donc vous arrivez à voir la distinction, la dualité de la personnalité, c'est cool. On a dit qu'on parlait d'Elon Musk, on va réellement parler 60% de ce podcast d'Elon Musk. On a Elon Musk qui a voulu racheter Twitter. Donc le 4 mars 2022, il annonçait avoir racheté 73,5 millions d'actions Twitter, ce qui faisait 9,2% de l'entreprise. Et quelques jours plus tard, donc le 25 mars, Twitter officialisait le rachat par Elon Musk. Donc en fait, il s'est passé, c'est un film, littéralement, c'est un film. Donc vous aurez dans le lien de ce podcast et dans la description YouTube un article de Numérama qui est parfait. Numérama fait toujours un travail incroyable, ils sont vraiment prodigieux. Donc je m'appuie sur cet article très facilement. Le 4 avril, Elon Musk a acheté donc les millions d'actions que je vous ai évoquées précédemment pour obtenir 9,2% de Twitter. 24 heures plus tard, il passe d'actionnaire, du statut d'actionnaire, puisque c'était le plus gros actionnaire. Il passe d'actionnaire à dirigeant de Twitter. Twitter l'invite en disant « Hey, salut Elon, viens avec nous, ça va être super cool, tu vas voir, on va faire des trucs trop bien, etc. » 6 jours plus tard, le 11 avril, Elon Musk, qui a un Asperger à lui aussi, en a marre, en fait, il dit « Non, je veux pas être dirigeant de Twitter. » Le 14, du coup, il fait une offre de rachat de Twitter pour 43 milliards de dollars. Essayez de visualiser 43 milliards de dollars. Moi, il y a quelques acquisitions dont je me souviens assez facilement. Quand Google a racheté Waze, je crois que c'était 1 milliard. Et ça avait été colossal. Et il y a eu quelques rachats comme ça qui sont au milliard. Et le milliard, déjà, c'est waouh. On sort d'une pandémie, des milliards, on aurait aimé en avoir quelques-uns d'avance, ça aurait été cool. 43 milliards. C'est à mettre en perspective avec un tweet que quelqu'un, je ne sais plus qui l'avait posté, je crois que c'était une personne de l'ONU, qui avait alpagué Elon Musk en lui disant « Bon écoute, c'est bien mignon d'avoir des milliards comme ça, t'es l'homme le plus riche du monde, blablabla. » Ça, c'était un petit peu dans une ambiance de jalousie perpétuelle, en fait. On envie les gens riches, ce qui est compréhensible, je pense. Mais
Moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est un podcast très personnel, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on envie uniquement le montant sur leur compte bancaire et on oublie tous les sacrifices qu'ils ont fait avant et le rythme de vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est en fait, s'ils arrêtaient tout du jour au lendemain pour faire des journées comme vous, comme moi, même si je pense que mes journées sont bien chargées, en fait, il ne se passerait plus rien. Ils vivraient juste de leurs dividendes et ils ne produiraient plus rien. Donc on oublie un petit peu ce truc-là, on voit juste le multimilliardaire, mais ça s'arrête là, et alors que c'est un gars qui charbonne des 70 heures par semaine, minimum. Donc du coup, il y avait eu ce petit tweet vers Elon Musk qui disait pour éradiquer la faim dans le monde, il faudrait juste 6 milliards, 6 ou 7 milliards, je me souviens plus. Et Elon Musk avait répondu, c'est ça que j'aime bien avec ce gars, Elon Musk avait répondu, pas de souci, faites-moi une proposition détaillée indiquant comment vous utiliserez ces 6 milliards, et je vendrai des actions de Tesla pour vous financer. La proposition est arrivée quelques semaines, un mois plus tard. Elon Musk a vendu des actions et les autres en face, dont je ne me souviens plus du nom, encore une fois, je crois que c'est l'ONU ou l'Organisation mondiale de la santé ou un truc comme ça, affirment ne jamais avoir reçu les fonds. Donc, il a vendu des actions, c'est clair. Est-ce qu'il a donné les fonds après pour qu'ils soient utilisés? Est-ce que c'est la transaction qui met du temps? Bon, suspense. Je dis juste ça parce que quelqu'un lui a remis dans la tronche au moment du rachat de Twitter. Ouais, c'est cool, mais par contre, ils en sont où les 6 milliards pour contre la fin dans le monde? Et là, on n'avance pas. Donc, je trouve ça excellent. Je suis obligé de le préciser juste après cette phrase. Pour moi, l'argent qu'il a est à lui, en fait. Donc rien ne l'oblige, comme ni vous ni moi, rien ne l'oblige à participer à quoi que ce soit. L'argent qu'il a gagné est à lui. Après, si vous voulez être des gens géniaux et participer au Discord de Locan.jp pour proposer davantage de contenu, avoir accès à du contenu premium, bon, ça vous pouvez, vous avez le lien dans la description du podcast et dans la description de YouTube. C'est 5€ par mois, on raconte plein de choses absolument fabuleuses, vous avez accès aux vidéos avant qu'elles sortent, généralement une semaine avant, sans publicité, tout ça. Je suis conscient du parallèle horrible que je viens de faire avec la fin dans le monde et mon Discord privé, veuillez m'en excuser, mais c'était très maladroit, mais ça m'est venu comme ça, quoi. Ok, au bout d'un moment, il faut savoir se détendre un petit peu, je pense, très clairement. On est beaucoup trop sérieux pour rien, sur les sujets importants on s'en fout, et sur les sujets dont on devrait se foutre, on est sérieux, c'est quand même un peu dommage. Et donc ce petit 43 milliards de dollars, ça fait beaucoup de milliards de dollars, très clairement. Donc on lui a remis dans la tranche, les 6 milliards, on en est où? Mais après, cet argent qu'il a, lui, il est à lui en fait, rien ne l'oblige à le repartager, à faire du philanthropisme avec son argent, pour autant, il le fait en fait. Et je trouve ça juste incroyable, la simplicité de ce gars, comme le Joe Mode. Alors les fans de Tesla connaissent déjà ce truc-là. Quand au début des Tesla, il y a quelques années de ça, quand vous avez la navigation d'activer sur votre voiture et qu'on vous dit tourne à droite, tourne à gauche, ou qu'il y a un bruit d'alerte, etc., ça sonnait sur tous les haut-parleurs de votre voiture, avant, arrière, etc., comme dans l'immense majorité des véhicules. Et un gars qui s'appelait Joe a contacté Elon Musk sur Twitter en lui disant bon, écoutez monsieur Musk, c'est quand même cool, mais par contre moi quand je fais des longs road trips, puisque les Tesla sont quand même vachement cool pour ça, et que j'ai ma femme ou mes enfants derrière dans les sièges auto qui dorment, quand je prends une alerte de pilote automatique ou tout simplement une indication pour tourner à droite ou à gauche, ça réveille tout le monde ou ça les empêche juste de dormir sereinement. Est-ce qu'on pourrait juste mettre un mode qui ferait que ça sortirait sur le haut-parleur devant à gauche, au niveau du conducteur, ou devant à droite si vous êtes anglais par exemple, mais juste un truc comme ça. Elon Musk a répondu « Sure ». Et 3 semaines plus tard, les Tesla prenaient une mise à jour avec un Joe Mode dans la partie sécurité. Et ce Joe Mode, ça permet d'envoyer l'audio sur le haut-parleur avant gauche. Et le gars s'appelait Joe, donc ça s'appelle Joe Mode. Et je trouve cette simplicité d'évolution très très cool. Pour autant, on va reparler un petit peu plus tard avec l'info sur Lucid Motors. Tesla est quand même le symbole, selon moi, d'un ado frustré. Mais j'y reviens après. Donc on en est au 14 avril où Elon Musk fait une offre de rachat de Twitter pour 43 milliards de dollars. Le 15 avril, Twitter active une mesure d'urgence pour bloquer Elon Musk, donc c'est une procédure de pilule empoisonnée, où pour essayer de simplifier, je ne suis pas super familier avec le concept, mais pour essayer de simplifier, Twitter décrète un état d'urgence, c'est compliqué à dire, Twitter décrète un état d'urgence
essayez de le dire chez vous, pour faire en sorte que aucun actionnaire ne puisse avoir plus de 15% de Twitter. Sans ça, les autres actionnaires pourraient racheter des parts pour arriver également à hauteur de 15%. Bon, en gros, ça veut dire que si tu as beaucoup de parts chez Twitter, les autres peuvent rattraper leur retard à un prix avantageux, de telle sorte que ça dilue tes actions, en fait, très simplement. C'est pour éviter les OPA. Et donc c'est très cool, pourquoi pas, super, bien. Sauf que Elon Musk, encore une fois, Asperger Power, avait déjà prévu ce petit truc-là, et c'est vraiment un jeu d'échecs, c'est Dallas en fait dans la vraie vie, et donc leur a dit très simplement, eh bien le rôle du board, en fait, le rôle du comité de direction, si vous voulez, c'est le seul et unique rôle, c'est de protéger les actionnaires et de n'agir que dans leur meilleur intérêt. Quand moi j'achète des actions, je me souviens plus des montants, mais on va faire comme si, quand moi j'achète des actions, donc moi Elon Musk, à 20 balles, qu'elles valent aujourd'hui 50, et que je propose de les... Pardon, je la refais, je vous dis n'importe quoi. Les actions Twitter valaient, encore une fois, on va dire n'importe quoi, 30 euros. Et Elon Musk propose de racheter ses actions, je dis encore une fois n'importe quoi, 50 euros, donc plus cher. Dans tous les cas, il a proposé de les racheter plus cher que ce qu'elles valaient. Et donc, il dit, ce faisant, mon propos, mon action, va évidemment dans le sens des actionnaires, puisque je rachète leurs actions plus cher que ce qu'elles valent aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous y opposer, puisque votre seule et unique mission, c'est de protéger et d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires. Donc, Twitter s'est retrouvé un petit peu... dans le coin du ring là, à encaisser les coups, à pas savoir quoi foutre. Et en fait, après le 19 avril, on a eu le fondateur de Twitter qui a défoncé en fait le comité de direction en disant que Elon Musk était la meilleure chose qui pouvait arriver à Twitter, très simplement. Et le 22 avril, Elon Musk insiste avec un emprunt de 25 milliards de dollars, donc il rachète un petit peu plus d'argent pour dire « regardez, c'est bon maintenant, j'ai du cash, donc me chauffez pas, je peux y aller ». Et le 25 avril, le compte d'Elon Musk devait être banni de Twitter, ça n'a pas été le cas. Et le 25 avril, en fin de journée, Twitter a annoncé officiellement qu'Elon Musk rachetait Twitter, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc depuis le 25 avril, le compte Twitter d'Elon Musk, c'est réellement un compte de CEO de Twitter. Il est en campagne. Le gars est en campagne, très clairement. Venez avec moi, ça va être cool, on va faire des trucs bien, vous allez voir, est-ce que vous pensez que la liberté d'expression elle est respectée sur Twitter ? Oui, non, avec des petits sondages comme ça, avec les messages, c'est vrai ça d'ailleurs, les messages privés devraient être chiffrés de bout en bout, comme sur Signal, Telegram ou WhatsApp, classés par ordre d'intérêt. Hein. Si vous avez un WhatsApp ou un Telegram, franchement, votre vie, elle est pas ouf. Passez sur du Signal, c'est volontairement dérangeant comme phrase. Rapport à si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a loupé sa vie. Voilà. Les plus jeunes ne connaissent pas cette réplique. Mais non, Signal, s'il vous plaît, utilisez des trucs sérieux un petit peu si vous voulez réellement des messageries sécurisées, utilisez des messageries sécurisées. Pas WhatsApp ou pas Telegram. Donc le chiffrement de bout en bout, évidemment, le fait de monétiser la plateforme, le fait de licencier également, c'est quelque chose qui est arrivé aux oreilles de la planète entière, que pour arriver vers de la profitabilité, à un moment il faut avoir un retour sur investissement qui est important, et si on a trop de masse salariale, c'est compliqué, ça semble être le cas de Twitter. Donc beaucoup de choses à changer par Elon Musk, et en fait il y a deux types de réactions. Ça laisse pas neutre en fait, très clairement. Soit on a des personnes qui sont très motivées à l'idée que Elon Musk rachète Twitter, soit il y a des personnes qui au contraire sont inquiètes. Sur le Discord, on a les deux types de scénarios. On a des personnes qui sont globalement emballées, c'est mon cas je pense, globalement emballées essentiellement parce que j'utilise pas ou peu Twitter, et que du coup j'ai réinstallé Tweetbot par exemple sur mon iPhone et mon Mac pour surveiller un petit peu ce qui se passe sur Twitter, alors qu'avant c'était pas le cas. Pour autant, je pense qu'une des actions d'Elon Musk, puisque vu comment il fonctionne chez Tesla, ça sera de bloquer les applications tierces, ou de compliquer un petit peu ça. Ou alors au contraire, il y aura une action de prise là-dessus, parce que là la situation elle est ambiguë, Twitter autorise, oui mais pas trop machin, donc soit ça sera franchement interdit et personne ne pourra se connecter, plus d'API, soit ce sera open bar et tout le monde pourra s'interfacer avec une API mieux pensée, et pourquoi pas gratuite ou payante, peu importe, mais un truc un peu plus clair. Et
Donc il y a ces deux types de personnes. Et au milieu, il y a ceux qui ont loupé l'info et qui s'en fichent, je pense. Je ne sais pas, en toute honnêteté, si ça peut être une bonne action ou quelque chose de mégalomaniaque, pour le dire très simplement. Elon Musk, encore une fois, tweet que Twitter a un incroyable potentiel et qu'il va le unlocker. Donc on a réellement cette volonté de... Regardez, je suis quelqu'un de très puissant, j'ai fait de grandes choses, clairement, c'est juste du fait en fait à ce niveau-là. Je peux faire des trucs vraiment cool avec Twitter. Nul doute qu'il pourrait faire des trucs très cool aussi. On a aussi des tweets, c'est Bloomberg qui disait ça, que Twitter était cool au début, et puis que petit à petit, c'était pas ouf. Je suis très d'accord avec ça. J'ai un peu de mal, moi, avec Twitter, à me projeter dessus, etc. Essentiellement pour des histoires de pseudo, parce que tout le monde a fait du parking sur les Locan Sarnari, etc. Donc je me retrouve à utiliser un pseudo qui n'est pas le mien, et que Twitter s'en fout en fait. Quand tu veux récupérer un pseudo, je sais plus comment, en loi, en cadre légal, en fait, il y a un truc qui fait très simplement que l'antériorité prévaut toujours. Locan.jp existant depuis plus longtemps que le compte Twitter du même nom. Normalement, il n'y a pas de sujet. Voilà pour la partie Twitter, qui est longue quand même, hein. Ça fait 20 minutes qu'on parle de Twitter. On a ensuite une partie Starlink. Starlink, c'est une autre entreprise d'Elon Musk qui a pour but de faire de l'Internet par satellite. Alors, il y a eu deux actualités sympas. Une fin de semaine dernière, j'aurais pu la mettre dans le dernier podcast, une cette semaine actuellement. Starlink donc permet d'avoir de l'Internet par satellite avec des débits descendants de 200 mégaoctets par seconde. 200 mégaoctets ou 200 mégabits 200 mégabits par seconde, je vous dis n'importe quoi. Donc un cinquième d'un débit fibre actuel, mais pour autant, c'est installable partout ou presque. Vous pouvez être au fin fond de la campagne, avoir une antenne Starlink, ça fait la taille d'une antenne satellite type CanalSat, ce truc classique là. L'époque où elles étaient circulaires, maintenant c'est un rectangle, je crois, CanalSat. Ça passe peut-être même par Internet, j'en sais rien. Mais donc vous placez cette petite antenne, elle vient automatiquement se positionner, elle vient choper un satellite qui passe au-dessus d'elle, et vous avez Internet par satellite, point terminé, c'est aussi simple que ça. Ça vaut cher, la pré-réservation vaut 600 balles, avec 71 € de frais d'expédition, et l'abonnement mensuel vaut 99 € par mois. Mais ça peut être la différence entre, je pense par exemple aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, et il habite à côté d'une grande ville où il y a la fibre partout, mais pour autant chez lui il a du 2 mégabits par seconde. Et je trouve ça intolérable en 2022 qu'on ait des gens qui aient encore du 2 mégabits par seconde. C'est même pas assez pour faire une déclaration d'impôt par Internet. En fait, au bout d'un moment, il y a une notion de continuité de service étatique où il faudrait se poser la bonne question. Et là, c'est pas le cas. Donc, une solution comme Starlink permet très facilement d'avoir un débit de fibre aux gens qui sont loin et qui n'auront pas la fibre très rapidement. Starlink a été interdit en fait la semaine dernière, et c'est ça qui est très très drôle, c'est que on a l'ARCEP qui autorise l'autorité de régulation des fréquences, je ne sais plus à quoi correspond le CEP, qui donc met à disposition des fréquences. Donc à Starlink, il y a des stations au sol, donc comme des stations météo si vous voulez, il y en a une à côté de Bordeaux en fait, qui sont des points relais pour envoyer vous voyez ça comme un très gros flux radio, pour envoyer vers l'espace, sur les satellites, le débit Internet. Donc tout l'Internet arrive sur cette station à Bordeaux, puis ça part dans le ciel sur les nuages, et sur les satellites, et la constellation de satellites propose de l'Internet redescendant. Donc en fait, quand vous êtes au sol, moi par exemple à Toulouse, si je voulais avoir un Starlink, je me connecte, j'envoie une requête au satellite, le satellite l'envoie au satellite le plus proche de la station de Bordeaux, ou d'une autre station, mais dans mon cas ça serait Bordeaux. Le satellite le plus proche de Bordeaux renvoie à Bordeaux, Bordeaux renvoie la réponse, clac clac clac, et on refait le tour de satellite en satellite jusqu'à ma connexion. Donc vous comprenez bien que il faut une sacrée quantité de bandes de fréquences, et surtout il ne faut pas que ça vienne perturber, c'est ça le rôle de l'ARCEP, que ça vienne pas perturber des trucs classiques comme 2G, 4G, 5G, TNT, ce genre de choses, mais aussi et surtout les ondes radio utilisées pour la défense nationale, pour les pompiers, pour ce genre de choses qui sont d'importance vitale pour le coup. Donc l'ARCEP donne des fréquences, et
une fois qu'un opérateur, puisque Starlink du coup est un opérateur, demande un accès à ces fréquences, l'ARCEP est censé faire une consultation publique, si je dis pas de bêtises, et cette consultation publique, je suis en train de... C'est horrible le bruit que je viens de faire, je pense. Et cette consultation publique détermine si, oui ou non, on donne l'accès. En fait, le Conseil d'État ensuite se place en juge ultime et détermine si on donne l'accès, quand bien même on respecterait les conditions de fréquence, à l'opérateur, au nouvel opérateur qui va venir. Quand l'ARCEP a autorisé la connexion de Starlink en France, elle n'a pas fait de consultation publique, elle n'a pas contacté le Conseil d'État. Donc on a autorisé Starlink à déployer des antennes, à commercialiser ses offres en France, et depuis la semaine dernière, en fait, Starlink est hors la loi. On n'a plus le droit d'utiliser du Starlink. Donc on a des centaines de clients qui ont du Starlink en France, mais qui n'auraient plus le droit de l'utiliser, pour autant ça marche toujours, je crois. Et c'est juste une blague en fait, c'est juste une blague. Donc c'est pas une décision définitive, évidemment, il suffit que Starlink soumette sa demande au Conseil d'État, à l'ARCEP. L'ARCEP fait une consultation publique, Conseil d'État valide, boum boum, redescente, on réautorise Starlink et on reprend comme avant. Cool, super, particularité française, on passe une fois de plus pour des idiots. On a Starlink maintenant qui a proposer des services pour de l'internet dans les avions. Et ça, c'est très 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 sexy. J'avais croisé ça pour le coup sur Twitter il y a plusieurs mois de ça, où je sais plus qui c'était, une personne encore une fois qui contactait Elon Musk en disant que quand est-ce qu'ils allaient mettre du Starlink dans les avions. Et Musk dit non mais en fait on peut déjà mettre du Starlink dans les avions, c'est même prévu entre guillemets pour ça. Donc il suffit juste de faire une toute petite modification sur l'avion et youpla boum, ça marche quoi. Donc on a Hawaiian Airlines qui est en train de tester du coup du Starlink dans les avions à la place de GSX. Alors c'est un article sur The Verge, pareil, vous avez le lien dans la description, qui indique clairement que dans les avions, le débit internet est tellement nul que même si Starlink a quelques défauts, même au sol actuellement, des fois il y a des petits problèmes. C'est très novateur, on peut dire que c'est une bêta. Même si Starlink a des petits défauts, la barre est tellement basse dans les avions que ça sera forcément bien mieux que ce qui existe déjà. Et ça c'est cool de voir que ce type de solution arrive dans les avions et surtout que les compagnies aériennes vont proposer Internet gratuitement, sans surcoût en fait. Alors que actuellement c'est une option quand vous montez dans un avion, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 10 à 20 balles pour un vol, pour avoir Internet. Je suis absolument désolé du rototo qui vient de se passer. Pour avoir Internet. Donc le fait que les nouvelles connexions soient gratuites, eh bien ça fait un principe de... Oh, je me perds tous mes mots, c'est une catastrophe pour un podcast audio de perdre tous ces mots un petit peu. Ça fait une antériorité, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, voilà, je me le suis perdu. Et donc ça veut dire que toutes les autres compagnies vont devoir s'aligner sur ce genre de truc. Et c'est pas mal. Tesla, toujours, la semaine dernière, je vous indiquais qu'il supprimait le chargeur mobile, l'Universal Mobile Charger, l'UMC, qu'il y a dans les voitures. Moi, quand j'ai commandé ma Tesla, j'ai un chargeur avec un adaptateur, etc., ça crée un précédent. C'était précédent, le mot que je cherchais précédemment. Donc, ils ne le commercialisent plus. Donc, je disais dans le dernier podcast, c'était un des points qui était mal préparé. Je ne savais pas si ça concernait la France ou si ça concernait uniquement les États-Unis. Et c'est la magie de YouTube. Quelqu'un est venu sur YouTube pour me dire ça concerne que les États-Unis, puisque chez eux, l'électricité est très faible. Donc, ça charge très lentement avec un UMC. Généralement, il vaut mieux installer des lignes dédiées. Et donc, dans ce cas-là, les mecs mettent un chargeur filaire. J'ai pas vérifié. Je me contente juste de relayer. La magie, là encore une fois, puisqu'il y a eu évidemment du bashing sur cette action, la magie, c'est que ce chargeur était commercialisé à 200 balles et le wall connector, du coup, était commercialisé à 450, 600 euros, 600 dollars, je crois. Et Elon Musk, du coup, a baissé le prix des deux. C'est-à-dire que le chargeur mobile est maintenant à 200 dollars et le chargeur mural pour chez vous est maintenant à 400 dollars. Et ça, c'est très très bien parce que ça veut dire que donc ça fait 350 euros et des bananes. Et c'est le chargeur pourri que j'ai acheté pour mon garage pour justement avoir toujours le chargeur mobile Tesla dans ma voiture est un chargeur qui vaut 300 euros. Et c'est un chargeur pourri. Alors que là, chez vous, vous pourriez avoir pour 400 dollars un chargeur officiel Tesla qui charge à 48 ampères, donc 11 kWh. Et
Et c'est juste cool. C'est juste très très cool. Ça va dans le bon sens là aussi. Se pose la question qu'on se posera sur le Discord ou sur Tesla Therapy, mon autre chaîne qui ne parle que de Tesla, à savoir si ce type de chargeur est universel. Par exemple, à la maison, on a une nouvelle voiture électrique qui doit arriver. Il y a un teaser assez intense en ce moment sur ça, qui n'est pas une Tesla et qui a une prise de type 2. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que cette voiture serait, puisque je n'en ai pas, mais serait compatible avec un chargeur Tesla? J'ai pas la réponse, j'ai la sensation que non, je vois pas pourquoi non plus, puisque ça reste une prise type 2. Mais si c'était pas le cas, pourquoi est-ce que Tesla proposerait un chargeur prévu pour les... Il y a un chargeur universel et un chargeur Tesla sur le store Tesla. Pourquoi est-ce qu'ils proposeraient un chargeur universel en plus du chargeur Tesla? Suspense insoutenable. Et donc maintenant aux États-Unis, quand vous commandez, vous avez le chargeur Tesla au moment de la commande de votre véhicule, après la configuration, etc. Vous pouvez choisir les roues, la couleur, les options, etc. Et enfin, vous pouvez choisir si vous voulez un wall connector en plus ou un mobile connector en plus à respectivement 400 et 200 $. Et ça, c'est très très cool. Et ça nous amène à notre actualité sur Lucid Motors, dont je suis profondément fan. Mais vraiment. Tesla, je ferai une vidéo dessus dédiée, mais Tesla, réellement, c'est un caprice d'enfant, cette marque. C'est le caprice d'un enfant qui veut des voitures qui vont vite, qui font pas de bruit, avec plein de gadgets partout, mais c'est un caprice d'enfant, réellement. Je dis que c'est un caprice d'enfant parce qu'il y a des technologies qui sont juste nécessaires, importantes pour moi, pour beaucoup de personnes, et qui ne le sont pas, pour la transition énergétique même, on va dire, et qui ne sont pas intégrées dedans. Par exemple, les Lucid, la personne qui a fondé Lucid, c'est un ancien de Tesla qui se faisait bâcher par Elon Musk, c'est peut-être important de le préciser. Les Lucid Motors savent faire de la recharge bidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien recharger. Alors aujourd'hui ça marche pas, mais dans 5 ans, je pense que ça sera la norme. Recharger la journée chez votre employeur, alors moyennant une carte peut-être, mais on peut imaginer que dans le futur, il y ait des aides pour installer des panneaux solaires chez les employeurs, proposer des places de recharge et faciliter la recharge des véhicules électriques des collaborateurs. Vous rechargez votre véhicule la journée au boulot avec le solaire. La nuit, le soir, vous rentrez chez vous, vous rebranchez votre voiture, pas pour charger votre voiture, mais pour alimenter votre maison. Et donc l'idée c'est de venir écrêter les différents pics, là, le pic de 20h à 22h où tout le monde allume l'électricité, le chauffage, etc. chez soi, et bien la voiture vient venir amoindrir ça, vous rechargez un petit peu la nuit quand vous aurez des horaires très préférentiels par exemple. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Les finitions, une Tesla n'est pas... Je disais avant d'avoir la Tesla, de par le prix, que les Tesla étaient des voitures haut de gamme. C'est faux. C'est faux, la finition d'une Tesla est catastrophique. C'est à peine au niveau d'une Renault très très simple. C'est une Dacia, en fait, très clairement. Certains plastiques, quand vous êtes conducteur, ce qu'il y a devant, c'est globalement bien fait. Il y a des plastiques mous sur le tableau de bord, etc. Mais les sièges, moi c'est pas comme moi d'ailleurs, hein, les banquettes arrière grincent dans tous les sens, les capots de protection des portes, des sièges se déclipsent facilement, on peut passer la main dedans, c'est juste du plastique tout simple, réellement niveau Renault pas ouf, sur une voiture à 60 000 € dans le cas de la mienne. Donc c'est une voiture, si vous voulez une voiture électrique avec les performances, compétences d'une Tesla, c'est très cool. Si vous voulez une voiture qui peut aller loin et parcourir beaucoup de bornes, il n'y a pas d'alternative, très clairement, donc c'est pour ça que je m'oriente là-dessus. Pour toute la partie gadget également. Mais si vous voulez une voiture, les vraies voitures haut de gamme en fait, ça sera Lucid. Lucid, c'est le travail des soft closing doors. Vous claquez la porte ne claque pas en fait, elle vient s'appuyer, et ensuite, un peu à la manière d'un frigo, entre guillemets, ou d'un congèle, elle vient s'appuyer, et ensuite il y a un petit moteur qui vient verrouiller la porte pour qu'elle soit claquée. Mais elle ne claque pas, ça ne fait pas de bruit, c'est tout doux, tout mignon. L'intérieur est magnifique, je vous encourage à regarder des vidéos sur YouTube de cette Lucid, Lucid R, comme l'air, A-I-R. C'est splendide. Et donc ils viennent de signer un accord avec le gouvernement d'Arabie Saoudite pour livrer jusqu'à 100 000 véhicules d'ici à 2000, je crois que c'était 2035. Je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes et évidemment, voilà, j'ai bougé partout, donc je me le suis perdu. Bravo Lolo, super. Durant les 10 prochaines années, donc on va dire que c'est 2032. Donc il devrait livrer
l'engagement porte sur 50 000 véhicules jusqu'à 2032, avec la possibilité de commander 50 000 autres véhicules durant cette même période. Donc ça pourrait aller jusqu'à 100 000. De Lucid Air ou de Lucid Gravity, qui devrait être le prochain SUV de la marque. Donc les premières livraisons auront lieu second trimestre 2023. Les volumes de livraison varieront entre 1000 et 2000 véhicules par an en 2023-2024. Puis petit à petit, on va monter à 4000 à 7000 véhicules par an jusqu'à 2025 et après. Et encore une fois, les commandes pourront être constituées de Lucid Air ou de Lucid Gravity qui arriverait un petit peu plus tard. Et c'est excessivement sexy. Je suis très très fan de ce véhicule, très très fan. C'est quelque chose qui vient en concurrence avec les modèles S, Plaid, puisqu'on est à 120 000 euros le véhicule, hein. On n'est plus du tout dans la même gamme que ma Tesla Model 3, mais c'est juste beau et c'est juste très bien qu'un truc comme ça existe sur le marché, réellement, sincèrement. Et on va parler un petit peu d'Apple. Sans transition, hein, donc, parce que c'est un peu violent la coupure. L'Apple Studio Display. Vous savez que j'en ai deux à mon bureau. J'adore cet écran, vraiment, j'adore me mettre à mon bureau. Je vous disais d'ailleurs dans la vidéo des Studio Display, où je vous expliquais pourquoi j'ai deux Studio Display sur mon bureau, alors que tout le monde critique un petit peu cet écran. Je le trouve encore une fois fabuleux. Et je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais pourquoi, dans cette vidéo, je vous disais que la prochaine bêtise, ça serait d'acheter une chaise Herman Miller. C'est fait, c'est commandé, ça arrivera en fin d'été, je pense. Ils ont 4 mois de délai. 4 mois de délai, il n'y a plus de stock nulle part. Donc ça c'est fait, c'est cool, c'est très très cool. Et en fait, il y a eu une mise à jour sur ce Studio Display parce que beaucoup d'utilisateurs, sauf moi apparemment, se plaignent de la qualité de la webcam. Le Studio Display a une webcam de 12 millions de pixels et cette webcam de 12 millions de pixels est équipée de Center Stage. Qu'est-ce que Center Stage ? Ça existe sur l'iPad, sur les iPad Pro et iPad Air, si je dis pas de bêtises. C'est une fonctionnalité qui permet de faire des visios très facilement, en groupe ou en mouvement. Alors je m'explique. Vous posez votre iPad ou votre Studio Display sur votre bureau et vous allez pouvoir bouger. Et en fait, la caméra a un très grand angle et va cropper, donc zoomer sur votre visage pour avoir un cadrage propre, ce qui va lui permettre, tout en restant dans son très grand angle, de vous suivre si vous bougez ou si d'autres personnes rentrent dans le champ, d'élargir son champ de vision pour qu'à l'écran, ça soit toujours centré et les personnes qui sont en face, donc vous ou 2-3 amis, soient toujours centrés pour la personne qui fait la visio avec vous. Donc, les principaux griefs et les principales comparaisons sont avec des iPhones qui ne sont pas équipés de Center Stage, donc la comparaison n'est pas valable, de MacBook Pro qui ne sont pas équipés de Center Stage, donc la comparaison n'est pas valable, et même avec des iPads, là la comparaison est un peu valable. Effectivement, le Studio Display, sur les vidéos que j'ai vues, mais encore une fois, je ne le reproduis pas chez moi, il y a beaucoup plus de grains, beaucoup plus de bruit numérique, la qualité est pas ouf sur les différentes vidéos de The Verge que je vois, etc. C'est réellement pas top. Pour autant, encore une fois, chez moi, nickel, ces caméras sont géniales et la fonction Center Stage est incroyable. Mais pour autant, dans les tests des gens, ça ne marche pas comme ils l'espéreraient. Mais c'est de la physique au bout d'un moment. Parce que vous avez un capteur de 12 millions de pixels que vous allez cropper à 3, 4, 6 millions de pixels en fonction de la violence du crop. Évidemment que la qualité va être une qualité de 4, 5, 6 millions de pixels que vous allez afficher sur un écran de 27 pouces. C'est 27 pouces un Studio Display. Donc quand vous affichez 4 millions de pixels sur 27 pouces, où en fait il y a beaucoup plus de millions de pixels, ça ne marche pas. Très simplement, ça ne marche pas. Donc il y a eu une mise à jour. Tesla, pas du tout. Apple a proposé une mise à jour pour ceux qui sont équipés de macOS Monterey Beta, la prochaine version qui sortira. Et cette mise à jour est censée corriger certains trucs. Effectivement, ça corrige l'excès de grain qu'on peut voir dans certaines vidéos, mais ça ne va jamais améliorer la qualité de l'écran, puisque c'est de la physique, tout simplement. Aussi simplement que ça, c'est de la physique. On a eu un deuxième râlage contre Apple, et je vais les défendre encore une fois. Des fois, ils font de la merde. Et je le dis, mais très souvent ils font quand même des bons trucs,
et les gens réagissent mal juste parce que c'est Apple, et ça a une tendance à m'énerver. Apple a contacté des milliers de développeurs de jeux qui n'ont pas mis à jour leur application depuis plusieurs années, qu'Apple allait supprimer leur application de l'App Store. Et les développeurs ont eu l'air surpris et ont même trouvé que c'était injuste parce que y a des productions, il y a des petits développeurs, il y a des développeurs indépendants qui mettent pas à jour leur jeu. Mais non, moi je trouve pas ça normal en fait. Vous sortez un jeu, pourquoi vous le mettez pas à jour ? Encore une fois, moi je travaille dans l'informatique. Donc je ne comprends pas qu'un développeur de quoi que ce soit, d'une application, d'un jeu, de ce que vous voulez, ne maintienne pas son logiciel à jour, quel que soit le logiciel, ou ne maintienne pas son matériel, dans le cas, j'en sais rien, d'un appareil photo, d'un micro, d'un ordinateur, peu importe. C'est la même chose que si vous achetiez un ordinateur Apple, et que dans 2 ans, Apple vous dise, ou Microsoft vous dise, en fait, plus envie, je fais pas les mises à jour. Mais en fait, j'ai acheté ça. Pourquoi vous faites plus les mises à jour ? C'est un logiciel. Ça vous prend littéralement 4 secondes de cliquer sur un bouton pour faire un update de votre application. Et je suis sur la limite de la condescendance, là, mais volontairement, parce que Apple propose dans Xcode, qui est le logiciel qui sert à faire des applications, tout un tas d'automatisation prévues justement pour ces cas-là. Des petites productions qui veulent développer des applications facilement et rapidement et surtout les mettre à jour. Le plus gros problème, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des gens qui vont avoir des iPhone 13 Pro Max qui n'existaient pas il y a 3 ans de ça. Donc il faut ne serait-ce que mettre la taille d'écran à jour de votre application. Et il y a des choses à refaire. Et évidemment, vous ne pouvez pas proposer une application il y a 3 ans ou aujourd'hui et vous dire dans 3 ans, c'est bon, c'est fini, je l'ai proposé une fois, je n'aurai plus besoin de la mettre à jour. Évidemment qu'elle va être supprimée de l'App Store, puisque aucun des devices qui existent actuellement ne supporte de la meilleure des manières votre application. La volonté d'Apple, la seule et unique volonté d'Apple, c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus élevée possible. Ça passe par du matériel de qualité, des systèmes d'exploitation maintenus et à jour, mais des développeurs qui proposent des bonnes applications. Et c'est pour ça qu'Apple fait autant d'efforts pour les développeurs, parce que sans développeurs, il n'y a plus de plateforme, aussi simplement que ça. Donc il est incompréhensible pour moi, client, qu'un développeur dise « Ah ouais, mais j'ai pas mis mon application depuis 3 jours, NTM, j'ai pas envie de le faire. » Ben non, parce que ne serait-ce que, il y a eu des lois qui sont passées entre-temps, la RGPD, il y a eu plein de trucs nouveaux entre-temps, il y a eu plein de contextes qui font qu'il faut mettre à jour votre application pour respecter ces nouvelles dispositions, ces nouvelles réglementations en fait. Et, in fine, oui, la qualité des nouveaux écrans et la qualité de l'expérience de jeu. Donc à un moment, moi je trouve ça intolérable que quelqu'un ne mette pas à jour son application pendant 3 ans et se dise « Ah, normal, ça sera là ad vitam aeternam ». Moi, si j'arrête mon podcast demain, dans 2-3 ans, il sera plus sur l'application podcast, ou il sera très très loin aussi. Mais c'est normal, ne me faites pas croire que vous gagnez des revenus avec des applications qui ont plus de 3 ans, parce que il y a de très fortes chances que ça soit injouable en fait, les gars. Voilà, ça c'est dit, je suis calme. Mais ouais, c'est souvent pareil. On va finir avec un petit peu de vie privée, avec 2 points. Alors le premier point, c'est ma fierté. Parce que la semaine dernière, le week-end dernier, on a remis à jour totalement Locan.jp, et le dernier article en date sur Locan.jp consiste à vous parler de cette mise à jour. On a remis à jour totalement Locan.jp, et ça vous permet de... Il n'y a plus de tracker en fait dessus. J'ai viré Google Analytics, j'ai viré Cloudflare, j'ai viré, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait aussi, du Mailchimp. Il y a plein de trucs qui ont sauté. La sécurité du site web a été améliorée, la rapidité du site web a été améliorée. On est passé sur les 2 points d'un grade C à un grade A+. Ça veut dire que quand vous vous connectez avec votre téléphone dans un endroit où il y a peu de réseau, mais ça marche super bien. Alors qu'avant, ça pouvait ne pas marcher ou être lent. Et quand vous vous connectez, évidemment, quand il y a beaucoup de réseau, ça va très très bien. En termes de sécurité, on a amélioré tout ça. Il y a des éléments encore à modifier. C'est pour ça que j'adore Internet, c'est que j'ai partagé très fier cette nouveauté et ces nouveautés. Et j'ai eu des retours de gens qui me disaient « Ouais, tu peux encore aller un petit peu plus loin sur ça, puis sur ça, puis sur ça ?»
trop cool, merci les gars. Donc on va aller encore un petit peu plus loin sur certains éléments que je ne maîtrisais pas. Merci beaucoup à Florian, je l'ai déjà remercié dans l'article, mais je le redis encore une fois, c'est pas Florian VMware, c'est un autre Florian Ampinet du coup, qui est le développeur de Locan.jp, qui a fait un taf incroyable. Donc on finit par, sur de la vie privée, une note Facebook qui a fuité, et qui dit en quelque sorte et très simplement, alors c'est de l'anglais donc je vais vous faire une traduction grossière à la volette, nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et de détail sur comment nos systèmes utilisent la donnée, et par définition, nous ne pouvons pas mettre en place des règles de confidentialité et des politiques de confidentialité avec lesquelles nous pourrions dire nous n'utiliserons pas les données X pour telle fonctionnalité, parce qu'en fait on ne sait pas où partent les données et on n'a pas la maîtrise des flux de données pour pouvoir faire ça. C'est juste flippant en fait. Si vous avez un compte Facebook, moi j'en ai plus depuis un petit moment, j'ai un instant, mais c'est flippant qu'une entreprise comme Facebook puisse dire ça. Voilà. C'est au cœur de tous les débats depuis des années, et que Facebook encore et toujours aujourd'hui continue de dire non mais en fait nous on sait pas. Pas ouf, non vraiment pas ouf. Je suis un peu triste de devoir finir sur ça, mais pour autant je vais finir sur ça, vous voyez. Et je vais même vous faire des grosses bises, et je vais même vous dire que si c'est la première fois que vous consultez ce podcast, peut-être abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast audio. Si vous avez kiffé cette vidéo ou cet audio, partagez-le. Je suis désolé, je mets la vidéo en premier, mais parce que j'ai la caméra en face. Je me remets dans ma bulle. Si vous avez kiffé ce podcast audio, partagez-le autour de vous. Si vous êtes déjà abonné, c'est très cool, mais vous pouvez peut-être mettre un petit commentaire en disant que c'était bien, si tant est que ça soit bien. Si c'était pas bien, plutôt que de mettre un commentaire pour dire c'est pas bien, envoyez-moi un mail ou laissez un commentaire quelque part, mais pas sur la plateforme iTunes qui va littéralement garder ça pour toujours, mais dites-moi ce qui vous a pas plu, histoire qu'on s'améliore dans les prochaines versions. Et puis voilà, donc l'abonnement sur YouTube, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez mettre des commentaires, parce que ça permet d'expliquer à YouTube et de montrer à YouTube que vous avez kiffé ce contenu et qu'il faut que YouTube le recommande à davantage de personnes. Je pense qu'on était un petit peu mieux en termes de préparation. Je suis pas certain qu'on était un petit peu mieux en termes d'élocution. Il y a eu pas mal de tergiversations, etc. J'essaierai de faire mieux dans le prochain. Vous me confirmerez ou infirmerez ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite un excellent 1er mai et une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.